Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer du coup, cette rencontre avec Marc Quériché autour de son court-métrage Absence par une petite présentation du court-métrage puis du réalisateur Marc Quériché. Absence est un film d'animation 3D d'une dizaine de minutes réalisé en 2021 qui explore et critique le traitement médiatique des sans-abri. Le début du film met par ailleurs en scène un homme effondré, dénudé, seul au milieu de la foule, dans l'indifférence générale. Par la suite, l'intérêt soudain des journalistes pour cet homme nous emportera dans un vortex médiatique, grotesque et absurde, interrogeant notre rapport à la société et aux médias, ainsi qu'à la place que l'on attribue à la parole des concernés. Ainsi, notre sujet devient le héros muet et absent de l'hiver. Absence est donc un film qui nous interroge sur le rapport au traitement médiatique et au cycle médiatique imposé par les marronniers. Voilà, donc pour vous présenter un peu plus le réalisateur du film Absence, Marc Quériché est un réalisateur et artiste parisien spécialisé dans l'animation 3D. À la suite du coup d'un parcours d'illustration aux Beaux-Arts, mais également en cinéma d'animation à l'ENSAD, donc l'École nationale supérieure des arts décoratifs, il réalise de nombreux clips, séries, documentaires et films en tant que réalisateur ou motion designer. Animé par la volonté d'aller au cœur des sujets et de mettre en lumière ce que la société tente parfois de dissimuler, ces animations portent largement un engagement et ces dernières sont le fruit de longues recherches et de nombreuses documentations, ce qui lui vaudra d'être récompensé à de multiples festivals avec des films tels que Corpus et Lolo. Donc maintenant, nous allons passer à une partie d'échange et de questions avec M. Marc Quériché. Notre première question, ce serait, on sent que la critique du traitement médiatique est un petit peu omniprésente dans ce film. Pouvez-vous nous expliciter ce que vous avez vraiment voulu dire à ce sujet? Alors, bonjour déjà, merci pour l'invitation. Alors, en gros, l'idée du film, elle est partie d'une volonté, déjà, elle est partie du fait qu'à la base, j'étais consommateur, en tant que consommateur, j'ai envie de dire, d'informations, puisque j'écoutais les infos tous les matins, j'écoutais France Info tous les matins de façon un peu rituelle, comme ça, hein, au moment du réveil. C'est vraiment parti du constat en fait qu'on traitait le sujet du SDF en hiver. Donc c'est un marronnier. En gros, un marronnier, c'est un sujet d'actualité qui arrive tous les ans. La plupart des marronniers, ils sont plutôt ridicules. Hein. C'est des trucs pas très intéressants comme la rentrée des classes, le sujet de philo. C'est des choses qui sont plutôt qui sont plutôt légers, on va dire. Ça sert à combler le manque d'information. Et celui-là, il était assez particulier pour moi, puisque quand même, il était beaucoup moins léger que les autres. Et surtout, je me suis dit, mais à quoi ça sert d'être informé si les choses ne changent pas? C'est-à-dire, si on a une information qui est continue, donc qui est elle-même totalement cyclique, à quoi ça sert d'être informé? Puisque, justement, on pourrait utiliser cet argument en se disant, l'information médiatique, l'information journalistique est totalement inutile si elle fait son travail et que les choses ne changent pas. Donc, il y a un moment donné où on peut se poser la question d'un point de vue démocratique, d'un point de vue politique. Et donc, je me suis intéressé à ça et donc j'ai commencé un peu à éplucher les archives médiatiques, puisque ça, c'était une première impression. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je vais vraiment trouver plus d'informations si je cherche? Et j'ai été confronté à un marronnier qui était encore plus cliché que ce que je pensais. C'est-à-dire que, en gros, il y a l'INA qui a mis en accès tous les JT depuis au moins 30 ans. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut les chercher par date et se rendre compte que si on cherche sur Météo France l'historique des indicateurs de température, quand on est en dessous de zéro, dès qu'on va dans cette date-là et qu'on va chercher les archives médiatiques, on tombe sur le marronnier du SDF en hiver. Donc ça, moi, je me suis dit quand même, ça ne va pas être aussi simple. Et en fait, si, ça l'est. Et les sujets sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on n'interroge rien, on n'interroge aucunement le contexte politique, on n'interroge aucunement les raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de SDF. Et on ne l'interroge pas d'un point de vue économique et on ne l'interroge pas d'un point de vue politique. On l'interroge d'un point de vue personnel, individuel, séparation, il a perdu son travail, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet. D'accord.
Et donc, selon vous, quelle place la société, les usagers ont-ils dans la modification de ce rapport à l'information et aux autres? C'est-à-dire comment on pourrait agir pour… les usagers de l'information? Non, les usagers, nous en fait, oui. La société. Voilà. Quels sont comment faire pour… Comment on pourrait agir pour améliorer ce traitement médiatique? Là, la difficulté fondamentale, c'est justement ça, c'est que moi, en l'occurrence, dans ce film, il y a énormément de choses que j'ai mises. Il y a pas mal de réactions qui sont les miennes aussi. C'est-à-dire que en gros, je ne me porte pas en critique de la société ou des gens qui sont autour et qui essayent de réagir. Par contre, je questionne sur le fait qu'on est complètement dans la merde pour savoir comment réagir, puisqu'il n'y a pas de question politique derrière tout ça. Et donc, ça veut dire que sur le plan individuel, beaucoup de gens essayent de faire ce qu'ils peuvent, beaucoup de gens essayent de se battre, beaucoup de gens essayent de réagir. Il y a beaucoup de réactions extrêmement différentes. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux réactions des gens devant les SDF, notamment depuis 5-6 ans. Et les gens essayent de faire beaucoup de choses à titre individuel, mais le problème, c'est que là, la question, elle n'est pas individuelle, en fait. La question fondamentale, elle est politique et elle est collective. Et donc, pour moi, comment réagir de façon individuelle, on ne peut pas réagir mieux que ça. On peut juste se battre pour avoir un élan politique qui, justement, s'intéresse à la source du problème. Et la source du problème, elle est sur le mode de travail, elle est sur les rapports de production, elle est sur la gestion du chômage, sur l'idée du chômage, qu'est-ce que le chômage, elle est sur plein de questions comme ça qui sont fondamentalement politiques en réalité. Merci. Du coup, oui, vous avez un peu déjà répondu à la question, parce que c'est de savoir comment solutionner, selon vous, ce problème. Mais du coup, est-ce qu'à la suite de vos nombreuses recherches et documentations, vous pensez avoir identifié des pistes de solutions, d'amélioration de ce problème? Là, le problème, c'est que ça va être… je pense un peu à y avoir répondu juste avant, mais à mon sens… déjà, la première solution, je pense que, évidemment, j'ai un peu fait aussi un rapprochement avec le sujet de l'écologie sur la fin du film. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est plus trop d'actualité aujourd'hui, mais à l'époque, ça a commencé à devenir un marronnier annuel aussi. Et donc, ça m'intéressait par rapport à ça. Et c'est pareil, c'est un sujet qu'on ne traitait pas au niveau politique, mais qu'au niveau individuel, c'est-à-dire de la consommation individuelle des gens, comme pisser sous la douche, par exemple. Et donc, moi, ça m'intéressait, en fait, d'associer les deux. Et donc, pour moi, ce qu'il faut faire, en fait, ce qu'il faut faire, moi, je peux pas proposer des choses. Justement, moi, ma démarche, elle est plutôt dans l'interrogation et dans le fait d'essayer de créer de la pensée en interrogeant, en fait. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, en réalité. Ensuite, je pense que la réponse, elle est politique, en fait. Donc, c'est une question d'apprentissage politique. Moi, les meilleures alternatives que je connaisse, c'est vraiment l'éducation populaire, par exemple. Donc, l'apprentissage politique du maximum de gens, en fait. Tant que les gens n'auront pas accès à l'apprentissage de l'éducation populaire, il ne se passera rien. Et le problème, c'est que aujourd'hui, dans le flot des informations politiques, on se rend compte que déjà, les prémices, elles nous sont enlevées. C'est-à-dire qu'on a un discours politique des mass médias qui est très hégémonique, c'est-à-dire qui est très libéral, qui ne remet absolument pas en question la logique fondamentale du marché, la logique fondamentale du libéralisme. Et on a des gens qui ont autre chose à faire de leur vie que de connaître toutes ces choses-là. Donc, à partir du moment où il n'y a pas un apprentissage politique, pour moi, je ne vois pas du tout comment est-ce qu'il pourrait y avoir une quelconque solution. C'est-à-dire que pour moi, là, on est vraiment embricadé dans une boucle. Je suis désolé, c'est un peu défaitiste, mais en tout cas, moi, je ne vois que justement la question de l'éducation populaire. Et du coup, comme dernière question, je vais introduire du coup légèrement ma question. On sait que Deleuze s'est posé la question du rapport entre l'œuvre d'art et la communication. Selon lui, il n'y en a pas. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. Il dit, je cite, « La communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, l'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. »
En revanche, il y a selon Deleuze une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Il admet que dans ce cas-là, elle a quelque chose à faire avec l'information et la communication, à titre donc d'acte de résistance. Et votre œuvre, Marquet Richer, peut donc être perçue certes comme acte de résistance, mais plus encore comme véritable moyen de communication, porteur de messages. Et du coup, ma question, selon vous, est-ce que l'art est plus à même d'éveiller l'esprit critique que les médias? Il n'y a pas de rapport qualitatif entre les deux, je pense. C'est que les deux ont un intérêt qui est fondamental. Et moi, si j'ai fait ce film, c'est aussi parce que j'avais un respect immense pour le travail de journaliste et pour le fait que, pour moi, c'est une place fondamentale dans une démocratie. Mais je ne pense pas que l'art soit plus ou moins un vecteur d'apprentissage. C'est juste une autre méthode. Moi, par exemple, j'ai utilisé la méthode du questionnement, puisque moi, mon but, en fait, c'est de générer des images symboliques qui, en elles-mêmes, sont sujettes à interprétation. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que… Moi, mon but, c'est que, justement, comme je critique un peu le côté société du spectacle, mon but, c'est que, justement, les spectateurs soient un peu acteurs. Donc, du coup, c'est un peu ça. Mais on peut très bien avoir des œuvres d'art qui sont totalement compréhensibles, qui véhiculent un message net, clair, précis, un peu comme les médias. Hein. Il y a même des œuvres d'Eisenstein qui sont complètement des propagandes politiques. Il y a je pense qu'il peut y avoir une confusion entre les deux. Moi, je ne ferais pas comme Deleuze une différenciation entre les deux, puisque ça nous obligerait à nous demander qu'est-ce qui est vraiment de l'art et qu'est-ce qu'on n'est pas, et d'être un peu dans un rapport élitiste. Donc, de dire oui, mais ça, au fond, c'est un peu con, le message qui est derrière. Donc, du coup, ce n'est pas de l'art. Parce qu'en fait, l'art peut aussi être juste quelque chose qui s'appréhende d'un point de vue purement sensible. Aimer la musique, aimer la façon dont le son est géré, aimer l'image. Il y a des œuvres qui sont purement abstraites. Donc, je pense pour moi, je n'arrive pas à faire une différence entre les deux. La seule différence, c'est que l'art se permet de pouvoir s'engager sur toutes les directions possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de limite au niveau… alors qu'un journal qui serait complètement abstrait, ça paraîtrait un peu étonnant. Donc, on ne verrait pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai qu'on est… je pense que la différence, elle est là, c'est que l'art est plus dans un rapport avec un éventail extrêmement large. C'est-à-dire qu'il se permet tout ce qu'il veut, en fait, en réalité. Donc, il y a un peu à boire et à manger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Marquet Richer. Merci, Tiffany. Merci, Leslie. À la fois de la diffusion du film et puis aussi de ces questions et de ces éclairages. Donc voilà, on voit bien les différentes perspectives qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, il y a différents avis qui sont mobilisés. Hein. On voit toute la différence par rapport à Ferrand-Chapois-Boyer, par exemple. La communication, on voit qu'elle n'est pas une simple transmission de messages, ce que Marquet Richer dit, mais qu'elle peut aussi être l'objet d'une véritable médiation. Ça donne une création de liens, de discussions et une invitation à l'action, à la fois individuelle et collective. Et donc là, on était dans une autre perspective, effectivement, en se distanciant du concept de Debord, hein, de la société du spectacle, et même à la limite de la mise en spectacle de son action personnelle, comme on le voit dans le film avec le selfie, avec le sans-abri, et la dame qui vient l'aider, et le selfie. Et en quoi la communication peut être aussi une création de lien social, une création de reliance. Et moi, ça me semble important aussi de penser cette dimension-là de la communication. Donc, je vous remercie de cette intervention. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.